tous, bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité, où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Déret et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super, merci Julien. Alors, aujourd'hui on n'est pas que deux, exceptionnellement roulement de tambour, on est trois. Et oui, monsieur Cédric Garcia nous honore de sa présence. Bonjour Julien, bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. J'espère que tu es aussi excited que nous. Extrêmement. Donc au programme aujourd'hui, Cédric va nous faire un retour d'expérience sur un lancement de projet en mode garage. Si vous ne savez pas ce que c'est, nous non plus. Donc restez avec nous. Et donc Cédric nous gratifiera aussi de l'outil de l'invité. Pas de principe agile du mois cette année. Pas de principe agile du mois ce mois-ci. Mais ça reviendra sûrement pour la prochaine émission. Donc je te propose que tu commences par te présenter, Cédric, ta vie, ton œuvre. Ouais. Donc comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Cédric Garcia, je suis ingénieur logiciel depuis 2020. Suite au cursus que j'ai suivi donc à IMT Atlantique ex-mine de Nantes, et je travaille en tant que développeur back-end chez un éditeur logiciel sur Nantes qui s'appelle Stampit. Et oui, donc nous travaillons en ce cas-là, c'est toujours bon de le préciser. C'est ça. Surtout pour moi. Et donc, qu'est-ce que tu y fais en particulier ? Quel est ton day-to-day ? Alors, pour resituer un petit peu ce que fait l'entreprise, déjà principalement, et ce que j'y fais moi, nous on propose des solutions pour les professionnels de l'automobile, donc principalement pour mettre en valeur les véhicules d'occasion qui vont être vendus. Donc c'est beaucoup des solutions d'imagerie remarketing avec de l'IA derrière pour appliquer des traitements sur les images type cache plaque, détourage automatique, enfin voilà, pour automatiser un maximum des process qui avant étaient très lourds dans les concessions automobiles. On s'interface aussi beaucoup avec les logiciels des clients, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'outils métiers qu'ils utilisent en concession, et on fait beaucoup aussi de publications vers des marketplaces partenaires, enfin les grandes marketplaces que vous connaissez pour diffuser des annonces de véhicules. Moi dans tout ça, donc je suis développeur back-end, je travaille principalement sur le cœur des solutions, ce qui permet vraiment de faire le lien entre nos mobiles, nos fronts, et puis les intelligences artificielles aussi, donc vraiment dans l'orchestration de tous ces flux assez complexes au service d'une qualité de service optimale pour nos clients. Super, et donc il y a quelques mois, on discutait probablement au détour d'une bière, tu m'as dit que tu étais à l'aube d'une sorte de... J'en rappelle plus, c'était un lancement de projet, je me rappelle plus trop du contexte de tout ça, mais du coup, que vous alliez partir avec une partie de ton équipe un petit peu off-site pour une semaine ou quelque chose comme ça, ensemble pour faire une espèce de lancement. Bref, du coup... J'ai trouvé le concept hyper intéressant, et ça revient sur un peu les possibilités qu'offre le remote, et aussi ça touche aux nouvelles méthodes de management. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui ont pas mal piqué mon intérêt, et du coup on s'est dit que ça pourrait être cool d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte et ce qui s'est passé? En gros, l'interview est plutôt autour de ça, et ensuite on essaiera de se poser un peu des questions sur ce que ça veut dire en termes de management, en termes d'agilité, en termes de tout ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du truc? Ouais. Alors pour donc ce qui a vraiment marqué le démarrage de ce projet, de cette semaine en mode garage, c'est principalement le contexte dans lequel est le marché automobile aujourd'hui, du fait
du fait du Covid, du fait des pénuries de semi-conducteurs, le marché fait que nos clients ont beaucoup de mal à sourcer des véhicules. Là où avant, le plus gros flux de véhicules qu'ils vendaient, c'était des véhicules qui revenaient de location longue durée, potentiellement, ce genre de choses. Là, ils ont énormément de mal à sourcer des véhicules. Et pour nous, qui dit moins de véhicules à vendre, dit moins d'utilisation de nos solutions, des clients qui sont plus frileux pour signer aussi. Et donc c'était important de se diversifier. C'est ça vraiment qui a marqué le début de ce projet. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est se diversifier et chercher à répondre le plus rapidement possible à cette problématique de nos clients. Parce que tant qu'à faire, autant que ces clients restent chez nous, et si en plus on peut leur apporter une solution pour répondre à cette problématique-là, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est lancer un nouveau produit qui permet donc à nos clients de sourcer des véhicules plus simplement en notamment systématisant des offres de reprise aux clients qui viennent faire entretenir leur véhicule. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% du marché des ventes de véhicules d'occasion se fait entre particuliers. Donc tous les gens qui viennent faire entretenir leur véhicule, mais qui vont potentiellement ensuite vendre leur véhicule à un autre particulier, c'est des véhicules qui leur échappent. Et du coup, l'intérêt ici, c'était d'apporter cette nouvelle solution qui permet de faire aussi le lien entre, d'une part, l'atelier mécanique qu'on a dans les garages et la partie plutôt commerciale qui ne communique pas aujourd'hui. En fait, c'est vraiment très cloisonné. Il y a les commerciaux d'un côté qui vont plutôt chercher des véhicules, il y a le garage de l'autre, et là, ça permet vraiment de faire le lien entre les deux en rajoutant un processus notamment d'inspection pour les véhicules quand ils arrivent dans la concession, donc véhicule inspecté, qui remonte de l'autre côté, du côté des commerciaux, qui va être capable de dire ok, monsieur Michel vient faire entretenir son véhicule tel jour à telle heure, sa voiture m'intéresse, je souhaite lui faire une offre directement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le produit qu'on a voulu construire le plus rapidement possible. Donc ce qui était important, c'était justement d'avoir un time to market très court pour pouvoir lancer des sites pilotes dès le début d'année, quoi, et d'être un peu précurseur sur ce type de nouvelles solutions. Très bien. Donc le mot a été dit, on est sur du time to market. Donc l'idée, si je comprends bien, c'était de lancer ça le plus rapidement possible, d'avoir un MVP en gros le plus rapidement possible, et que ce soit donc du coup là on est vraiment dans la plus pure agilité, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Du coup, du point de vue, donc le projet, donc si j'ai bien compris ce que tu expliques jusqu'à maintenant, c'est que vous aviez déjà un scope qui était prévu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas mis en mode garage sans même avoir une idée, vous avez dit on va trouver l'idée pendant qu'on le fait. Il y avait déjà en gros une sorte j'imagine, donc comme tu disais, il y avait déjà une analyse du marché, il y a déjà eu des choses qui avaient été faites en amont du GarageBand, ou enfin comment tu veux appeler ça, qui soit mis en place, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Il y avait déjà, le marché l'année dernière a continué à plafonner très bas, donc on a eu très tôt des signaux d'alerte par rapport à ça, donc comme quoi c'était, nous ça nous a semblé indispensable de se diversifier, et effectivement il y a eu toute une phase préparatoire, toute une phase d'analyse de préparation en amont. Ouais. On savait grosso modo où on voulait aller, mais on savait pas forcément comment. C'est intéressant. Donc du coup, le mode garage, ça a été un outil, une solution qui a été trouvée par rapport à une problématique au final. C'est ça. Et c'est intéressant. Mais et comment est-ce que tu sais comment c'est venu? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été explorées? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion, et comment? Si d'autres solutions ont été explorées, je les connais pas, parce que nous c'est comme ça qu'on nous l'a proposé d'emblée. Okay. C'est une idée qu'on avait déjà soumise un peu plus tôt dans l'année, lors d'une rétrospective d'entreprise, on avait un peu travaillé sur des idées de choses qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on pourrait faire, mais en restant dans le contexte du travail. Et j'ai un de mes collègues qui avait soumis
qui avait soumis cette idée-là, et au final, quand il a fallu se mettre en mode garage, l'idée a été reprise quasiment telle quelle. Alors, modulo le fait que, vu le... On était un peu pris par le temps, donc en fait on n'a pas pu non plus organiser quelque chose à l'autre bout du monde, sous les cocotiers, pour partir, dans développer dans un paradis, mais voilà quoi, l'idée était là, et on a quand même pu partir dans un endroit dépaysant. On a loué une villa sur la côte atlantique, pas très loin de Nantes, donc vraiment en mode grosse maison, avec différentes activités qu'on peut trouver là-bas. Donc on était bien dans cet esprit-là. Et donc du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu donc de la structure, donc c'est-à-dire est-ce que vous y êtes allé avec une équipe, est-ce que vous y êtes allé avec différents ingénieurs, est-ce que si tu peux un peu nous dire la topologie du coup de qui a participé à ce projet? Ouais, donc on y a été avec l'intégralité de l'équipe technique. Donc vraiment tout le monde, du responsable de l'équipe technique, en passant par le CTO, en passant par les devs, les chefs de projet, enfin vraiment toute l'équipe technique. Et ça représentait? Donc sachant qu'on est 14 ou 15, voilà, ça donne déjà une idée de... Ouais, donc ça fait de la bonne équipe. C'est ça. Et au niveau de la durée, du coup, donc est-ce que c'est donc justement, c'est une bonne question, est-ce que c'est une durée fixe et vous êtes dit dans ce temps-là on livre, enfin on aura ce qu'on peut, ou est-ce qu'il y avait en gros une certaine flexibilité à dire voilà, on part sur 2 semaines, mais on peut se laisser encore 2-3 jours de plus ou... Non, c'était vraiment le plus strict possible dès le départ. Si on s'est dit, on part une semaine, il faut qu'en une semaine, on sorte le MVP, quelque chose qu'on puisse mettre entre les mains des clients quasiment directement la semaine qui suit, quoi. Modulo un peu de test, voilà. C'était vraiment la semaine, et il fallait qu'on ait quelque chose à la fin. Ok, donc c'était vraiment dans l'idée là d'un sprint, l'essence pure d'un sprint qui est on a ce temps de défini, il faut faire le plus dans le temps donné. Ok. Et à la fin on a un incrément. C'est ça. Et donc du coup, au niveau, quand tu dis la semaine, c'est justement ce qui m'intéresse. Donc au niveau de comment ça s'est passé, est-ce que du coup c'était du lundi au vendredi, est-ce que c'était par semaine, t'entends du lundi au dimanche, comment est-ce que ça s'est passé? Alors on est arrivé le lundi matin. On s'est installé quasiment directement dans une grande pièce un peu en mode LAN, avec grande table, des écrans partout. On a littéralement dévalisé le matos qu'il y avait au bureau pour pouvoir s'installer, et on est reparti le vendredi dans la journée. Donc oui, effectivement, c'est semaine de travail, quoi. Ouais, c'est 4 jours et demi, quoi. Si t'enlèves montage, c'est montage. C'est ça. Cool. Au niveau des horaires, parce que ça m'intéressait un petit peu de savoir du coup au niveau du cadre légal, donc comment est-ce que vous avez fait, parce que ils pouvaient pas vous forcer à travailler plus que les heures que vous deviez, mais j'imagine que dans l'idée c'était quand même que comme tout le monde est au même endroit, de bosser plus. Est-ce que il y a eu un accord tacite, est-ce que vous avez eu un bonus ou quelque chose comme ça? C'est pour donner un peu aux personnes qui pourraient vous écouter les incentives que vous avez eu pour justement être d'accord sur un tel projet. Parce que par exemple, voilà, ça veut dire que pour les personnes qui ont des enfants ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on passe 5 jours sans les voir et tout ça, donc il peut y avoir un coût moral et tout ça. Donc comment est-ce que l'entreprise a mis en place quelque chose pour vous donner l'envie justement de participer à fond à ce projet-là? Alors déjà, tu parlais d'horaire. En termes d'horaire, il n'y avait pas vraiment quelque chose de formalisé par rapport à ça, parce que de toute façon, pour la plupart d'entre nous, on est salarié au forfait. Donc en fait, déjà, cette logique d'heure ne s'applique pas nécessairement. Ouais. Après, l'objectif, c'était quand même de faire en sorte que on travaille, mais pas que. Enfin voilà, l'objectif, c'était pas de se retrouver pendant une semaine à faire que cravacher, coder toute la journée. Enfin voilà, ça c'était souhaitable pour personne. Ça aurait plus épuisé tout le monde. Ça aurait plus épuisé tout le monde qu'autre chose, je pense. Voilà, l'idée c'était qu'on se fixe vraiment des objectifs par jour, mais qu'à côté de ça, on puisse quand même profiter déjà
du lieu, comme je l'ai dit, enfin des activités qu'il y avait aussi là-bas. Voilà, c'est sûr que si on peut finir sa journée pas trop tard, aller faire un peu de sport, aller dans le jacuzzi, boire une bière, enfin voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on fait pas forcément, qu'on Les fait petits pas plus. forcément tous les jours, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'était quand même plutôt bien équilibré entre les deux. Il y avait beaucoup de travail, hein, ça on le savait, mais ce qui nous a permis non plus, ce qui nous a permis, pardon, de pas déborder, qu'il n'y ait pas trop de dérives par rapport à ça, c'est la préparation qu'on a faite en amont. Notamment sur tout ce qui était conception, etc. On y allait, on était bien préparé. Une fois là-bas, on savait où on voulait aller, on savait comment on allait y aller. Et au final, tout le monde a plutôt bien joué le jeu. Donc quasiment tout le monde est resté sur place toute la semaine. Euh, voilà. Sauf effectivement, comme tu l'as dit, pour certaines personnes, il y avait d'autres contraintes, notamment familiales, qui Mhm. permettaient pas forcément de rester dormir sur place. Mais sinon pour la majorité des gens, voilà, on a vraiment été en immersion dans ce mode garage. D'accord, mais ça m'intéresse pas mal le côté préparation. C'est-à-dire que, en fait, c'était pas un format hackathon où on arrive, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire et il faut faire comme tu disais, de la conception, du design, de l'analyse en amont et en parallèle commencer à coder aussi rapidement et en plus livrer à la fin. En fait, c'était un peu moins dense que ça. Il y avait quand même beaucoup de préparation qui a été faite en amont et finalement vous étiez plus dans une phase d'implémentation sur cette semaine ou, C'est ça, on était plutôt dans une phase d'implémentation. Alors forcément, il y a eu des ajustements, il y a des sujets sur lesquels il a fallu changer notre fusil d'épaule, mais voilà, globalement, je pense qu'à 90%, notre copie était bonne en allant là-bas, et c'est ce qui nous a permis d'être efficace. Ok. Et donc du coup, enfin, on n'a pas encore parlé effectivement de ce qui s'est passé là-bas ou ces anecdotes, mais peut-être pour tout à l'heure. Mais du coup, donc, étant donné que c'était pas forcément un hackathon, comme on vient de l'expliquer, tu avais déjà beaucoup qui était prévu en amont. Quel était du coup, comment avez-vous justifié le bénéfice de faire un tel événement plutôt que par exemple de faire quelques heures sup pendant une semaine directement dans les bureaux? Comment est-ce que vous avez réussi à justifier que vous alliez avoir un bénéfice à le faire en dehors et à rester ensemble après le boulot, plutôt que de le faire simplement sur des grosses horaires de travail pendant une semaine, directement dans les bureaux? Bah, honnêtement, je pense pas qu'on aurait réussi si on était resté un petit peu, justement dans notre routine à faire potentiellement des plus grosses journées, etc. Je pense que justement, ce qui a fait pencher la balance en faveur de cet événement, c'était le fait de se dire, on met tout le monde au même endroit, au même moment. Ça évite, entre autres, les échanges asynchrones, les délais qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, habituellement, dans les durées de vie de projet, on peut toujours se prendre des délais un peu imprévus, mais là voilà, en mettant tout le monde au même moment, au même endroit, on est à peu près sûr que si on s'est bien préparé, ça devrait bien dérouler. S'il y a des imprévus, on devrait pouvoir les traiter, on devrait pouvoir trouver des compromis. Enfin voilà, c'est en termes d'efficacité, je pense qu'on était tous plutôt unanimes là-dessus. Ok. Et est-ce que tu as justement un exemple ou peut-être plusieurs exemples particuliers de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des moments où il y a eu des interactions que vous avez eues ou des manières de faire que tu penses qui n'auraient pas eu lieu si vous étiez simplement dans les bureaux? Ouais, enfin, c'est comment dire? Sur beaucoup d'échanges, notamment avec le responsable produit. Voilà, il y a des choses qui pour lui sont très claires, mais habituellement, il n'est pas forcément aussi accessible que dans ce contexte-là. Donc là, c'est sûr que ça permet d'avoir les échanges directement, de traiter les points directement, plutôt que d'être obligé de se caler une réunion 2 jours plus tard pour statuer sur quelque chose. Voilà, là, c'est effectivement d'avoir tout le monde, d'avoir cette proximité, ça permet vraiment de traiter les sujets au plus vite, quoi.
Ok, super. Et une question du coup, parce que c'est vrai qu'on t'a pas demandé, mais est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement classique de l'entreprise? Parce que certaines sont passées remote, d'autres en hybride, d'autres sont restées purement dans les bureaux. Quel Ouais. est le choix de Stampede du coup de ce niveau-là? Et vous avez une flexibilité? Enfin, je te laisse expliquer. Alors nous depuis que je suis arrivé en fait le mode qui a été choisi c'est d'être en remote quasi enfin la majeure partie du temps. On a en fait un seul jour de présence obligatoire au bureau. Donc on peut éventuellement, quand les conditions sanitaires nous le permettent et les personnes déjà présentes sur site, y aller plus. Mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est une semaine au bureau par semaine. Ouais. Et ça, enfin ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit du côté tech ou qu'on soit du côté commercial, par exemple. Est-ce qu'on peut venir sur le résultat maintenant? Est-ce que le résultat était conforme aux attentes? Et quelles étaient les attentes? Est-ce qu'il y avait des attentes en termes de rapidité, de qualité, quelles étaient les attentes et quel a été le résultat? Alors, les attentes, justement, alors, on savait on savait ce qu'on voulait faire et on savait également ce qu'on voulait pas faire. Il y a des choses qu'on a volontairement décidé de pas traiter pendant cette semaine-là parce qu'on savait que c'était pas jouable et que voilà, justement, ça aurait pu d'un point de vue organisation, ça aurait pu vraiment nous poser problème. Donc on a fait des partis pris sur certaines fonctionnalités, notamment, quitte voilà, à les faire évoluer directement par la suite, mais d'avoir quand même quelque chose qui soit fonctionnel de bout en bout pour répondre à cette problématique des concessions auto. Donc en termes enfin pour vous donner du concret en termes de périmètre, ce qu'on avait un peu défini, enfin, ce qu'on voulait avoir de fonctionnel, c'est d'une part côté mobile, être en mesure d'avoir quelque chose qui permette de faire une inspection vidéo d'un véhicule quand quelqu'un arrive à l'atelier. Donc basé sur les ordres de réparation qui sont définis en concession, donc les ordres de réparation qui correspondent au rendez-vous en fait qu'ont les clients au garage. Et d'un autre côté, avoir une application web qui nous permette donc d'une part de consulter tous ces ordres de réparation, de voir tel ou tel véhicule, s'ils ont eu des inspections ou pas. Et à partir de là, d'être capable de faire, donc comme je le disais juste avant, des offres de reprise et puis de les partager directement aux clients. Donc ça, voilà, c'était le parcours un petit peu minimal qu'on avait défini, avec en plus une étape quand on fait l'offre de reprise au client, on vient lui proposer des véhicules qu'on a en stock chez nous. Donc soit un véhicule plus cher, auquel cas on met en évidence la différence de prix qu'il aurait entre la reprise et le véhicule qu'il doit racheter, ou au contraire repartir avec un véhicule avec un prix moins élevé, auquel cas il repartirait en plus avec de l'argent. Voilà, il y avait cet élément-là en plus. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait. On a pris parti aussi de faire une démonstration à tous les managers de l'entreprise dès le lundi qui a suivi cette semaine-là. Donc l'objectif vraiment, le vendredi quand on a fini la semaine, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel, c'est d'avoir en plus un petit peu travaillé justement le processus de démo. En impliquant les développeurs dedans, ce qu'on fait pas forcément, actuellement. Là, on l'a imaginé un petit peu comme un jeu de rôle, un petit peu comme une mise en situation. Donc le lundi, quand tout le monde est venu, notre chef est venu avec sa voiture. On a vraiment fait les choses comme si quelqu'un venait faire entretenir son véhicule, et on a vraiment fait tout le process. Donc en termes de résultats, voilà, tout le monde était plutôt convaincu par la solution, sachant qu'en amont, voilà, du côté notamment commercial, il savait déjà plus ou moins à quoi s'attendre pour cette première version, au moins d'un point de vue fonctionnalité, parce qu'ils avaient déjà préparé notamment leur speech commercial à côté, quoi. Mais c'est vrai que de le voir en vrai, forcément, il y a un petit peu cet effet waouh. Voilà, quoi. Quand on voit ce qu'on a fait en une semaine, effectivement,
Ok. Et donc du coup, donc maintenant on a donc le résultat que tu as eu, on a le pourquoi vous l'avez fait, on a le qui y avait. Une grosse question du coup qui reste pour moi, c'est le comment, parce que alors si on met une quinzaine d'ingénieurs, alors avec les products et voilà, il y avait d'autres, il y avait pas juste des ingénieurs, mais comment concrètement vous avez travaillé pour vous diviser les tâches, diviser les stories, enfin je sais pas, est-ce que vous avez pris une approche en particulier, est-ce que vous avez été YOLO, enfin est-ce que vous aviez déjà pensé à ça avant ou c'est sur le tas que vous avez décidé de la méthode que vous alliez suivre? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? Alors, beaucoup de choses avaient déjà été préparées en amont, c'est-à-dire que dans la semaine qui a précédé tout ça, on a vraiment fait un travail collaboratif, aussi bien avec le responsable produit qu'avec les chefs de projet, et en incluant justement les développeurs pour définir ce que seraient un petit peu les lots de ce projet, les objectifs qu'on allait devoir se fixer chaque jour pour avoir quelque chose qui marche chaque jour, qui est enrichi avec de nouvelles choses, pas avoir quelque chose qu'on laisse un peu en plan et qu'on peut pas démontrer à la fin. Et justement, tout ce travail préparatoire d'écriture, d'estimation des stories, etc., on l'a fait justement tous ensemble en amont. Tout n'était pas forcément défini sur qui allait faire quoi justement, mais après on avait tous plus ou moins des appétences sur certains, sur certains sujets, sur certains périmètres de fonctionnalité sur lesquels on avait plus travaillé en termes de conception notamment. Mais donc quand on est arrivé le lundi là-bas, on a installé un gros board avec les post-it qui correspondaient grosso modo aux US qu'on avait écrites et qu'on avait défini pour le lot typiquement de la première journée. Et on a fait ça tous les jours, on est venu enrichir et il fallait qu'à la fin de la journée, ce qu'on avait en to-do au départ soit à la fin testé bout en bout par les chefs de projet, notamment côté back et front qui s'occupent plutôt de l'aspect recette également. Ok, donc grosso modo, on parle du Kanban avec du coup un replenishment, refill, comment dire en français, un remplissage, j'imagine, un remplissage journalier du coup. Ouais, c'est ça, on serait plutôt là-dessus effectivement. Mais sachant que, tout. On savait exactement ce qu'on allait mettre dedans en amont et on l'avait dimensionné pour chaque type de développement, que ce soit du front, du mobile, du back, ça puisse tenir dans une journée, disons, raisonnable. Et vous faites du Scrum en temps normal ? On fait du presque Scrum. Ok, good enough. C'est-à-dire que, on n'a pas tous les acteurs qui sont normalement définis par la méthodologie Scrum. Par contre, à côté, on fonctionne sur un mode de sprint avec les cérémonies qui sont liées habituellement à Scrum. En termes d'organisation, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt directement le responsable produit qui est en lien avec les chefs de projet, côté plutôt back et côté plutôt front. Et après, on tend justement à faire donc le travail de conception fonctionnelle, de conception technique aussi, de le faire directement développeur en lien avec le chef de projet. On n'a pas on n'a pas vraiment de personnes dans l'équipe qui a la casquette de product owner typiquement. Ouais, mais très intéressant quand même de voir que ça demande une certaine rigueur et une certaine c'est pas forcément tout le monde que j'aurais vu avoir cette rigueur là, de se dire ok, là pendant on se donne 5 jours, on a un set de user story à faire et ensuite on sous-découpe avec des objectifs journaliers, avec des incréments journaliers et tout. C'est quand même assez précis, assez rigoureux. Ouais, effectivement. Mais du coup, même pour nous dans l'équipe, ça changeait beaucoup de ce qu'on faisait
de ce qu'on faisait habituellement, quoi. Parce que c'est vrai que d'habitude, bah voilà, on prépare nos sprints pour qu'ils durent 2 semaines, voilà, après. Mais oui, effectivement, il faut de la rigueur, comme tu l'as si bien dit. Et alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir ce mode-là? Est-ce que c'est quelqu'un ou un des project managers qui se sont dit on va choisir ce format-là et on va attaquer les stories dans cet ordre-là et dans ce format-là? Ou est-ce que c'est plutôt venu de l'équipe de développement ou un espèce d'effort conjoint? Est-ce que vous avez fait des réunions pour préparer ça? Alors c'est plutôt les chefs de projet qu'on choisit ce découpage. Alors d'une part parce que en termes de fonctionnalité, il y a des choses qui se sont décidées assez naturellement, ce qui nous a permis du coup de déterminer un petit peu les lots qu'on voulait avoir. Et derrière, ça collait plutôt bien avec ce format de jour en fait. Du coup assez naturellement, alors comme je l'ai dit, c'est plutôt venu des chefs de projet, mais en fait ça s'est imposé assez naturellement, je pense, comme solution. Dernière question pour moi, et ensuite on pourra peut-être passer au débriefing et aller un peu plus d'un point de vue méta, mais quelque chose que j'ai en tête depuis qu'on a commencé à parler de ce truc en mode garage. Je crois qu'à l'époque où on en avait parlé, où tu m'en avais parlé, je lisais le bouquin Deep Work dont je parle quasiment chaque épisode, je pense. Et dans ce bouquin, ils disent que en gros la qualité d'une réflexion est en gros égale à la profondeur de concentration multipliée par le temps qu'on passe de concentration. Et donc, en gros, ça dit plus tu arrives à te concentrer longtemps et profondément, et plus tu réussiras à faire quelque chose de qualité, parce que dans ton cerveau, les connexions vont vraiment être très profondes, et ça va même, in fine, réussir à créer des connexions entre des concepts qui, si tu forces pas, vont pas forcément se relier, mais que si tu forces assez longtemps, assez loin, finalement les connexions vont être tellement deep, tellement enracinées, que ça va mettre différents concepts ensemble, et c'est là que tu arrives à passer d'un truc qui est bien à un truc qui est vraiment exceptionnel, où tu arrives à casser un peu des sortes de barrières mentales et à bridge the gap, quoi, à faire des ponts, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Est-ce qu'en termes de résultats, ou même en termes... Alors du coup, comme vous n'avez pas vraiment fait la conception sur place, ça limite un petit peu ça, mais est-ce que vous avez eu des espèces de aha moments comme ça, ou des surprises sur des choses que vous savez n'auraient pas émergé dans un contexte normal? Ouais, moi je sais que je pense à deux ou trois reprises dans la semaine, j'ai dû me retrouver un peu dans la position que tu décris. Je pense que c'est vrai que le contexte a fait que voilà, on savait qu'il fallait vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, quoi, pour avoir ce résultat au bout du compte. Mine de rien, on était dans une ambiance assez studieuse, hein, pendant les moments où on était tous très impliqués dans nos tâches. Voilà, je pense qu'effectivement, on peut relier ça à ce que tu évoquais juste avant, oui. Intéressant. Mais effectivement, c'est un petit peu à nuancer avec le fait que toute la phase où on s'est aussi bien cassé la tête a été en grande partie prévue en amont. Et du coup, donc tu parles beaucoup du en amont. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres ou une estimation à peu près de combien de temps ça vous a pris de préparer du coup ce projet-là? Est-ce que du coup on parle de plus d'une semaine pour préparer la semaine en elle-même, ou est-ce que c'était moins que ça? Alors non, il y a vraiment eu une semaine où on a passé la majeure partie de notre temps sur de la conception de la conception technique. D'un point de vue approfondissement du besoin, conception plus fonctionnelle, ça c'était déjà en partie, c'était déjà plutôt clair, au moins du côté du responsable produit et des chefs de projet. Et derrière, ça a
ruisselé sur nous et on a pu s'en imprégner justement pour faire la conception plus technique. En termes de temps, donc comme je l'ai dit, voilà, il y a eu la semaine d'avant qui était dédiée à la conception plutôt technique et la semaine encore en avant, la semaine encore avant, pardon, c'était plutôt le dégrossissement du sujet, l'approfondissement du besoin, justement avec le produit, avec les chefs de projet. Mais sinon, entre le moment où la chose nous a été annoncée et le moment où ça s'est fait, il y a eu un mois ou un tout petit peu moins d'un mois, quoi. Ok, donc c'était en fait l'idée a toujours été quand vous êtes parti dans la villa, de vraiment focaliser sur l'implémentation et comme tu parlais de ruissellement, vraiment pisser du code, quoi. C'était vraiment l'idée. C'est ça. Ok, ça marche. Merci. Et donc, une fois que vous êtes rentré de votre petite escapade, vous avez fait votre démo, etc. Est-ce que ça a donné lieu ensuite à un débrief justement plus méta sur la méthode et sur le concept du projet en mode garage? Si oui, quelles ont été les analyses, les feedbacks, peut-être la perception de l'équipe peut-être avant, après, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors du coup on a fait l'exercice un peu à l'envers, c'est-à-dire que donc je vous ai dit que le lundi qui a suivi, en fait on a fait notre démonstration, mais en fait ça tombait aussi avec le lundi où habituellement on fait notre rétrospective sur nos sprints quand on fonctionne sur des sprints de 2 semaines classiques. Donc pendant vraiment la matinée, on a pris le temps de faire plutôt justement la rétrospective de cette semaine-là, voir avoir un peu le team mood sur comment s'était passé la semaine, et la démonstration on l'a faite l'après-midi en fait. Donc voilà, en termes de retour dans la matinée, c'était assez intéressant effectivement parce que globalement, on était tous plutôt convaincus par l'expérience, je pense, parce que voilà, on est tous un peu sortis de notre zone de confort pour ceux qui ont des familles, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de très particulier. Enfin voilà, et c'est aussi enfin, c'est pas forcément envisageable non plus de faire ça dans n'importe quelle entreprise, quoi. Le contexte jouait beaucoup. Mais je pense que enfin voilà, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que c'était important d'être vraiment drivé par ces objectifs communs pendant une semaine, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude, vu que dans notre équipe technique, on est plutôt cloisonné entre plutôt la partie front, plutôt la partie back, et là d'être tous ensemble, ça crée aussi des synergies qu'on n'a pas forcément toujours d'habitude. Et aussi d'un point de vue plus humain, c'était aussi important de recréer du lien vraiment entre les membres de l'équipe, parce que c'est vrai, voilà, on sait le contexte dans lequel on est, enfin voilà, c'est compliqué de voir tout le monde. Moi, c'est très rare que je vois tous mes collègues et encore plus tous ceux de mon équipe. Donc voilà, c'était vraiment important. Mais globalement, je pense enfin voilà, ça a plutôt réussi à fédérer un peu les esprits autour d'objectifs communs. Et là où on était dans une période pas très facile avant ça, voilà, en termes de mood dans l'équipe, en termes de projet, etc. C'était pas forcément facile pour tout le monde. Et là, ça a vraiment redonné une dynamique pour se dire que demain, on attaque 2022 sur les chapeaux de roue avec des beaux projets, quoi. Super, ouais, donc vraiment même un impact sur l'interpersonnel finalement, et sur l'équipe, sur la soudure. Sur le c'est du team building, quoi. C'est one quasiment. Et du coup, sur ce point-là, parce qu'on n'a pas trop discuté, mais donc au niveau de la balance, donc on l'a expliqué entre quand est-ce que vous bossiez, que du coup vous étiez en repos, mais du coup vous étiez avec tout le monde. Est-ce qu'il y a des activités particulières qui avaient été planifiées, et une dont tu te rappelles particulièrement, ou est-ce que c'était plus vraiment taper des bières après la journée, enfin aller dans le sauna ou le jacuzzi, ou est-ce qu'il y avait vraiment des grosses activités que vous aviez prévues spécifiquement pour faire encore plus de team building?
Non, c'était plutôt ça. Après, voilà, donc effectivement, comme tu l'as si bien dit, se taper des bières a fait partie des activités après la journée. C'est vrai que voilà, généralement à la fin de la journée, ce qu'on faisait, bah voilà, on buvait un coup tous ensemble, vraiment, voilà, pour trinquer un peu aux objectifs qu'on avait, enfin à ce qu'on avait réalisé dans la journée. Et puis voilà, après les choses se dessinaient un peu naturellement par affinité aussi, voilà, entre plutôt les activités de ce qu'on avait sur place dans la villa, donc jacuzzi, sauna, salle de sport ou pour les moins sportifs, plutôt du jeu vidéo, Bière. plutôt du jeu de société, des bières, enfin voilà, et puis enfin, tout le monde a un peu tout fait au final, et ça, voilà, c'était un peu comme une grosse coloc qui partait en vacances tous ensemble, quoi. Mais après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on était en plein mois de novembre, qui faisait entre 0 et 5 degrés dehors, et que malgré le fait qu'on soit au bord de la mer, c'était pas forcément gagné d'y aller. Ah, j'imagine. Et une question toute bête, mais par exemple au niveau des repas, est-ce que c'est à vous de les préparer? Est-ce que vous aviez prévu un système de traiteurs quasiment et ça paraît bête, mais c'est vrai que du coup c'est de la vie en communauté avec des collègues, ce qu'on n'expérimente pas souvent. Ouais. Et est-ce que justement il y a eu tout bête, mais est-ce qu'il y a eu des tensions à cause de ça, ou est-ce que vous avez trouvé un moyen de répartir les tâches de manière intelligente? Alors ça, c'est pareil, ça s'est plutôt fait assez naturellement, un peu en mode colloque. C'est-à-dire que en termes de logistique, notre office manager s'occupait donc de planifier des drives de courses qu'on allait récupérer à côté. Donc je crois que c'était tous les jours ou tous les 2 jours. Et après en termes d'organisation, ça tournait en fait. Au début de la semaine, on a fait une espèce de grosses listes des repas avec un peu les préférences de tout le monde, en essayant de faire des trucs, voilà, de faire des trucs un minimum élaborés, sans que ce soit non plus dégueu. Et après, bah, ça a un peu tourné hein, pendant la semaine, que ce soit sur tout ce qui est préparation des repas, sur tout ce qui est un peu, bah voilà, les tâches ménagères qu'en découlent, etc. Enfin voilà, tout le monde a bien joué le jeu, tout le monde a participé à un moment ou à un autre. Il y a vraiment pas eu de tension de ce point de vue-là. Ok, nice. Cool. On a un peu fait le tour. Pierre, il te reste des questions? Ta curiosité satisfaite? La qualité est bonne, je suis satisfait, merci. Très bien. Bien. Merci beaucoup, Cédric, pour tout ça. Pour ce retour d'expérience tant attendu, ça fait longtemps qu'on en parlait. Est-ce que tu as un outil de l'invité à nous partager? Alors oui, j'ai un outil de l'invité. Waouh. Je crois que vous en avez déjà parlé d'ailleurs, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi un outil qui me tient à cœur. Donc voilà, comme je te le disais un petit peu avant ce podcast, je vais pas chercher à vous vendre Jira ou Confluence, mais je vais vous parler de Miro. C'est l'outil qu'on utilise la plupart du temps, bah, pour faire tout ce qui est rétrospective de sprint quand on est en remote. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui facilitent l'aspect collaboratif, quoi. C'est vrai par rapport au format de rétro qu'on peut avoir en présentiel, où on va être plutôt sur des choses assez classiques avec du post-it, etc. Voilà, là on retrouve facilement ces repères, avec beaucoup de choses en plus. Voilà, en termes de fonctionnalités, on peut vraiment y mettre plein de choses, que ce soit même pour faire du brainstorming, pour faire de la prise de notes. Voilà, on peut facilement sketcher des petits trucs. C'est vraiment chouette. Voilà, je pense que j'ai pas forcément encore assez fait le tour de cette solution, parce que pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'est pas forcément mon rôle de faire ce travail préparatoire, entre autres sur les cérémonies qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et que je souhaite vraiment approfondir. Ouais, effectivement, super outil. J'utilise un petit peu moins en ce moment, mais à chaque fois que j'y retourne, je me dis, c'est quand même pas mal foutu. Mais Pierre, Ouais, c'est vraiment très bien fait. Pierre, au boulot, vous avez toujours votre Miro de l'équipe en mode
en mode board Le fourre-tout. permanent. Ouais. Alors du coup non, parce que donc on avait déjà Figma C'est pour vrai, ça. les designers, et on est passé sur Ouais. une grosse licence du coup professionnelle et business complète, et donc on a des sous-domaines et tout ça maintenant, et donc évidemment on va pas avoir une licence Miro en ayant une grosse licence Figma à côté. Et du Figma. coup on a pris la licence Figma avec Figma, oui, avec FigJam dedans. Donc maintenant on utilise FigJam, et d'ailleurs on se sert énormément de FigJam pour définir les interfaces entre les front-end back-end, et c'en est au point où on va créer un par story et directement mettre le lien, mais c'est une histoire pour une autre fois. Excellent. Eh bien, il va être temps de conclure l'émission. On espère que ça vous aura plu. Avant de finir, Cédric, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, dans quel coin de l'internet mondial? Alors pour être très original, vous pouvez me retrouver principalement sur LinkedIn et sur GitHub également. Ah, GitHub, on le mentionne pas assez dans cette émission. C'est vrai. Super. Et toi, Pierre, dans quel endroit original de l'internet? Au hasard le pub, sinon LinkedIn évidemment. Et toi Julien? Au détour d'un miroboard. Pour moi, comme FigJam du coup maintenant, FigJam. Ah, FigJam board. Quelquefois qu'ils nous sponsorisent, FigJam. Oui, un bisou à Miro d'ailleurs, qui nous a contacté Oui. à une époque pour nous remercier, nous proposer un abonnement gratuit de quelques mois, quelque chose comme ça. C'est C'est plus, mais ils étaient très gentils. très gentil de votre part. Oui, donc de mon côté, julien.intérêt.fr, comme d'habitude, pour retrouver mes liens et projets. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite comme toujours à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, toute autre plateforme où vous pouvez nous trouver, et un petit commentaire peut-être, pour des fois que ça nous prendrait de faire une rétro du podcast. Donc si vous avez des feedbacks et des retours, c'est le moment. Et voilà, en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Cédric, salut Pierre. Salut Julien, salut Cédric. Salut Pierre, salut Julien.